Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsy. Aujourd'hui, Farander, je vais vous présenter au NXT Roadblock. Donc on va revenir un peu sur ce show qui, ma foi, était beaucoup mieux que les weekly, hein. En même temps, on s'est beaucoup concentré sur des histoires existantes ou sur des matchs de championnat, ce qui fait qu'il y a eu un côté plutôt sympa dans le show. Il y a aussi des petites histoires euh, à travers certains personnages, j'ai trouvé intéressant. Bon, il y a Roxane Perez que je peux toujours pas blairer dans ce personnage. Parce que je trouve que vraiment le rôle de heal, hein, je me répète encore une fois, mais je trouve que ça ne colle pas du tout à Roxane Perez. Je trouve qu'en underdog, elle est parfaite, mais en heal, je sais pas, je trouve que ça fonctionne pas. Genre, elle est là, elle est toute mignonne, et t'as l'impression que plus de voir une gamine capricieuse que vraiment un heal. Alors après, il y a aussi le personnage qui est très 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 mal travaillé, hein, parce que le personnage c'est juste oh bah j'ai pas eu ma chance pour le titre donc je vais tabasser tout le monde. Ce qui est totalement le cas d'un gamin capricieux. Et ce qui fait que pour moi, bah, le personnage de heal de Roxane Perez ne fonctionne pas parce qu'on n'a rien créé avec elle. Et du coup, je j'aime pas. Pourtant, vous savez que Roxane Perez est une catcheuse que j'aime beaucoup. Dans le ring, elle est très très bien. Mais le personnage qu'ils sont en train de faire avec elle, c'est tellement mal amené, c'est tellement mal foutu que j'y arrive pas. Bref. Euh, du coup, on va revenir là-dessus. Oui, avant que j'oublie, je voulais aussi revenir sur Noam Dar. Noam Dar, j'avais très très peur de ce qu'ils allaient faire avec, puisqu'elle avait perdu la coupe. Et au final, ils ont joué là-dessus. J'ai trouvé ça très intelligent. Je ne sais pas qui a écrit le segment de Noam Dar, mais je trouve ça très intelligent parce que quand on a la petite scène avec Métaphore. Alors, Jakara Jackson n'est pas là. Je sais pas pourquoi Jakara Jackson n'est pas là, mais en tout cas, elle n'est pas là. Euh, Après, c'est peut-être suite à son match contre Roxanne. Oui, c'est elle qui a affronté Roxanne la semaine dernière. Oh, je sais plus. Ça m'intéressait tellement pas le show de la semaine dernière que j'en ai oublié les trois quarts de ce qui s'est passé. Mais globalement, t'as Lashley Legend de Roman qui discute. En arrière-plan, t'as Noam Dar qui est en mode déprimé, comme la première fois il a raté, enfin il a perdu la coupe. Euh, et, euh, et du coup, euh, les deux ils sont en mode oh non, ça recommence et tout. Même nous, je pense, devant nos écrans, on s'est dit oh non, putain, ça recommence. Et en fait, bah non, on s'est tous fait avoir, puisque en fait, quand Lâche Légende va le voir, il lève son bonnet, il est en mode oh non, tout va bien, le passé c'est le passé, maintenant on passe au présent, on passe à autre chose, la coupe c'est fini. Euh, je pense que Lâche Légende va sûrement partir sur du run solo, du run par équipe avec Jakara Jackson, hein, à voir ce que ça peut donner. Parce que son match de championnat contre les Valkyria était vraiment sympa. C'est vraiment une partie que j'avais beaucoup aimé, hein. Euh, de l'autre côté, je serais pas étonné au vu de ce qui a été annoncé. Alors après, j'ai peut-être mal compris. On en reparlera plus tard. Mais je vois bien Oromensa et Noam Dar se lancer en run par équipe. Ça peut être hyper intéressant, honnêtement. Je trouve qu'un petit run par équipe, je dis pas qu'ils finiront champions, mais je trouve que ça peut être intéressant. En tout cas, ce serait bien, hein, ça me dérangerait pas, ça pourrait être une récompense pour tout ce que Noam Dar a apporté avec la coupe depuis qu'il l'a ramené, parce que quand même la coupe a été vraiment très cool, hein. D'ailleurs, tu dis la coupe a même été plus importante que les titres par équipe féminin, c'est quand même un truc de dingue, alors que c'est pas une vraie ceinture la coupe. Mais bon, en tout cas, on va rentrer maintenant dans cet épisode, au moins. Maintenant, si j'oublie ce qui se passe avec Noam Dar, c'est pas très grave puisque je l'aurais dit. Du coup, le premier match, c'est Dijak contre Joe Gacy dans un Asylum match. Qui globalement c'est un match où ils sont dans une cage style Steel Cage, sauf que le but c'est pas d'en sortir, c'est de gagner par tomber ou soumission, il y a plein d'objets. Bref, ça reprend un peu le match qu'il y avait eu entre Bayley et Sasha Banks, où ils étaient dans un Hell in a Cell, mais globalement c'était juste pour éviter que Bayley fuit
et c'était du street fight dans une cage, quoi. Ça revient un peu au même, ce match. Sauf que, alors après c'est très personnel parce que Bayley c'est ma catcheuse préférée, Sasha Banks c'est une de mes catcheuses préférées, même si bon bah depuis qu'elle est WWE j'ai pas le temps de suivre ce qu'elle fait. Alors je vois les posts et tout avec des updates sur elle, mais je veux dire je peux pas regarder de match d'elle parce que j'ai pas le temps. Mais c'est vrai que ce sont des catcheuses que j'aime énormément, et donc forcément leur match à elle et aussi qui a duré beaucoup plus longtemps, parce que on va revenir ici, c'est un problème pour moi, mais pas sur la qualité du match. Bref. En tout cas, j'ai quand même une déception. Enfin, pour moi, il y a deux déceptions dans ce match. Le premier, c'est que on nous annonce un Asylum match et tout, et en fait, je m'attendais à un décor particulier. Je veux dire, quand on a eu le Playground de je sais plus quoi match avec Kiana James et Roxanne Perez, non, Kiana James, Gigi Dolin. Bref, je crois qu'il y avait Kiana James dedans, ça c'est quasiment sûr, je sais plus quel face c'était contre Kiana James, mais je veux dire, il y avait un vrai mini décor de parc, de village et tout. Là, on nous dit tac, Asylum match, tu vois, je m'attends quand même à un petit décor, à un truc sympa, et en fait, bah, il n'y a pas. En fait, t'es dans un steel cage, street fight, quoi. Autant le dire tout de suite, hein, que c'est un street fight en steel cage, parce que bah, à aucun moment, genre, t'as vraiment une ambiance d'asile. À part la veste là que tu mets aux gens qui ont des problèmes mentaux et que là tu attaches quand ils sont trop violents parce que le problème psychique est trop fort. Mais voilà, j'ai été un peu déçu de ce côté où bah, on n'a pas vraiment de décor qui rappelle le nom de la stipulation. Je veux dire, quand t'as un ambulance match, t'as une ambulance qui est là. Quand t'as une civière match, t'as une civière qui est là. Enfin bref, les matchs de l'échelle, enfin à chaque fois quand il y a un nom, en général, t'as quand même l'objet du nom qui apparaît, quoi. Là, ben, Asylum, bah non, il n'y a même pas de décor, ou alors ils auraient peut-être dû faire un truc un peu limite en mode. Je dis pas qu'ils auraient dû faire les matchs, mince comment on appelle ça, les matchs cinématiques, je dis pas qu'ils auraient dû aller jusqu'à ce point-là, mais pourquoi pas faire un match dans un décor particulier, un peu avec un style asile, moi j'aurais kiffé encore plus. Surtout avec le personnage de dingue qu'a Joe Gacy, ça aurait été trop bien. Mais au final non, c'était juste un match en cage street fight. Mais je trouve ça un peu dommage, voilà, de donner une stipulation comme ça pour ensuite juste faire un match en cage. Ça m'a un peu déçu. Et la deuxième chose qui m'a un peu déçu, c'est que pour moi, le match, j'aurais aimé qu'il soit beaucoup, beaucoup plus long. J'ai trouvé qu'il était trop court pour ce qu'on nous a montré. Franchement, ce match, il était incroyable. Dijak et Joe Gacy ont donné tout ce qu'ils pouvaient sur une petite durée. Alors, je sais pas combien de temps durait le match. Je pense qu'il a dû durer autour des 10 minutes, mais pour moi c'est beaucoup trop court ce match, il était vraiment trop bien. Franchement, ils ont tout envoyé, entre des coups de kendo, Joe Gacy qui va se retrouver attaché pendant un petit temps, devra combattre sans pouvoir utiliser ses bras. Dijak qui va se venger en mettant le scotch sur la tête de, de Joe Gacy. Il va y avoir un passage à travers une table qui est un peu. Il m'a fait un peu penser au match de R-Truth contre JD McDonough où R-Truth avait gagné en tombant avec JD à travers une table. Et là, je me suis dit, franchement, ce serait marrant si Joe Gacy gagnait de la même manière, parce qu'il met un coup de boule, Deja qui tombe dans la table. Bon, sauf que au lieu que Gacy, là, il tombe avec lui comme R-Truth, Joe Gacy il t'envoie une soixante de bombe, il tente le tomber. En plus, je crois que là il était encore les bras attachés. Il tente le tomber. Bon, Dijak il s'en sort. Mais le passage il était trop cool. Après, t'as Joe Gacy qui va passer à travers une porte. Oui, parce qu'il y avait une porte dans le décor. Je sais pas pourquoi, mais il y avait une porte. Bref, le match était vraiment très cool, mais j'ai trouvé que c'était pas assez long. Honnêtement, j'aurais tellement aimé que ce match il soit plus long et limite qu'on enlève le match Fallon Headley Blair Davenport qui en vrai a pas servi à grand chose, hein, c'était juste un match histoire de mettre un match. Enfin non, parce qu'il s'est quand même passé un truc à la fin. C'est vrai qu'en y repensant il se passait un petit truc à la fin où je suis hyper heureux, mais le match en lui-même était pas dingue. En vrai,
tu pouvais faire revenir la personne qui est revenue d'une autre manière, hein. Voilà. Mais pour moi, ce match, il aurait pu durer beaucoup plus longtemps parce que t'avais encore plein d'objets qui n'avaient pas été utilisés. Là, t'avais les poubelles qui n'avaient pas été utilisées. T'avais encore plein d'objets, enfin plein. J'exagère quand je dis plein, mais il y avait encore moins deux trois objets accrochés en l'air qui n'ont pas été utilisés. Il y avait la boîte là, je sais pas pourquoi, Dijak était hyper attiré par cette boîte parce que c'est marqué Do Not Touch, hein. Forcément, quand on te dit ne touche pas, tout le monde a envie d'y toucher. Et en fait, c'était un piège parce qu'on a vu qu'il y avait plein d'objets stylisés euh, au personnage de Joe Gacy, comme la table. Et en fait, là, c'était un piège à nouveau de Joe Gacy, puisqu'au moment où Dijak ouvre le truc, il y a un point qui sort, comme dans les dessins animés, pour lui exploser l'estomac. Bref, encore une fois, c'est un truc de dingue, parce que je suis pas un fan de Dijak, hein, je le répète assez souvent, je suis pas du tout fan de Dijak, mais encore une fois, là, depuis qu'il est en rivalité avec Joe Gacy, j'adore les matchs que fait Dijak. C'est incompréhensible. Quand il est contre d'autres catcheurs, il y a des matchs que je trouve pas terribles. Je crois qu'il y avait quand même des matchs contre Dragunov ou Wesley que j'avais trouvé plutôt très bons. Mais c'est vrai que contre d'autres catcheurs, je trouve que ces matchs sont pas terribles. En fait, ça dépend vraiment contre qui il catch Dijak. Et là, contre Joe Gacy, le premier match hardcore qu'ils avaient eu, enfin hardcore entre guillemets, j'avais beaucoup aimé. Et ce match-là, franchement, j'ai beaucoup aimé, malgré la déception de la stipulation, parce que je m'attendais à un décor mieux que ça. Mais voilà, j'ai tellement aimé que j'aurais aimé que le match dure plus longtemps. Pour vous dire à quel point ce match était cool. Ensuite, on a eu les Wolf Dogs contre Chase University pour les titres par équipe et on sent que c'est bientôt la fin de l'amitié entre Jessie Jane et la team Thea Hale, hein, si on peut dire ça comme ça. Voilà, on reviendra dessus après le match. Mais du coup, on a eu un très bon match à nouveau. Wolf Dogs qui défend les titres par équipe, puisque Chase University avait gagné. Alors, je sais plus si ils avaient gagné un match de qualification ou un. Non, il n'y a pas eu de tournoi pour. Bah non, de toute façon, ce serait con de faire un tournoi juste après que Wolf Dog ait gagné après un tournoi. Donc, ouais, non. Ils ont gagné un match de qualification. Et du coup, bah, après avoir gagné le match de qualification, du coup, le match a eu lieu là. Et c'était pas mal. En vrai, c'était pas mal. J'ai eu peur que Jessie Jane ou sa pote. Alors, on m'a donné le nom de sa pote parce que j'avais aucune idée de qui c'était. Mais du coup, avec le Facebook là qui marche pas comme il faut, je pense que je vais pas le retrouver. Bref, on me l'a envoyé par commentaire. J'ai pas retenu le nom là comme ça, mais voilà. Mais comme les deux étaient là, je me suis dit, ouh, ça pue ce truc-là. Mais finalement, les femmes ne vont pas intervenir, hein. On aura un match normal. Riley Osborne non plus n'interviendra pas. Mais on aura un peu toutes les trademarks de chacun des catcheurs, hein. Ils vont tous faire leur travail comme d'habitude. Braun Breaker, hein, bien sûr, il brille le plus dans ce match, notamment avec cette close line là qui va envoyer du tablier sur, je sais plus si c'est Duke Hudson ou Andre Chase et qui vont passer par-dessus la table des commentateurs et tout, c'était incroyable, enfin bref. Il y a eu plein de choses géniales dans ce match. Je vais pas non plus rester trop longtemps dessus parce que bah, c'est un match classique, j'ai envie de dire, des deux équipes, hein, voilà. D'un côté, Chase University font leur truc habituel avec les trucs de Chase University. De l'autre côté, les Wolf Dogs également font leur truc habituel, et notamment le finish, un combo du End of Days et du Spear. Voilà, donc Wolf Dogs qui conservent leur titre. C'est logique, même si d'un autre côté, Brand Breaker a signé à. Il a signé à SmackDown, si je dis pas de bêtises. SmackDown ou Raw? Il a signé où, Brand Breaker? Je sais plus. Bon, en tout cas, il a signé dans le roster principal. Mais en étant toujours champion de NXT, donc on se doute bien qu'il va perdre ses ceintures prochainement. Un peu comme c'est arrivé au New Day. Mais voilà. Du coup, voilà, tout ça c'était un très bon match, même si le résultat était prévisible de fou. Et ensuite, backstage, alors il s'est passé des choses pendant le match entre Lyra Valkyria. Attends. Ouais, je crois que c'est pendant le match de Lyra Valkyria où à un moment donné on voit Thea Hale en train de essayer de se bastonner backstage contre Kiana James et Izzy Dame.
pas trop compris pourquoi, mais bon, elle tentait de se bastonner. Et ensuite, Thea Hale, elle vient voir euh, Jessie Jane, tout le monde, bref. Alors Jessie Jane qui est en train de rabaisser totalement les mecs, et qui balance même un truc, ouais, est-ce que j'aurais dû... c'est moi qui aurais dû aller gagner les titres là C'était ça m'a fait marrer cette phrase, parce que bah, la 2-2 ne fait pas réellement de match intergender, mais c'est marrant. Euh, Parce qu'on sait que du coup WWE ne ferait quasiment jamais ça, à part quand c'est pour mettre les big girls dans des Royal Rumble, sinon ils font rarement ça. Bref. Euh, et du coup, Thea Hale, elle arrive en mode oui, la semaine prochaine ou un truc comme ça, on a un match par équipe contre Kiana James et Izzy Dame, vas-y, on fait ça ensemble. Et Jessie J fait bah non, moi je suis trop occupé, donc tu te démerdes. Et puis elle part avec sa pote. Et du coup, tu te dis effectivement, là, on sent qu'il y a vraiment une cassure et que va se passer des choses intéressantes. Et surtout, je préchote dès maintenant. Je préchote que Thea Hale va trouver une partenaire. Bon, ça, c'est pas compliqué. Hein, pour un match par équipe, il faut forcément une partenaire. Mais je préchote qu'à un moment donné, on aura un match par équipe entre Thea Hale et cette nouvelle partenaire, ou peut-être encore une autre partenaire, contre Jessie Jane et sa pote brune, dont j'ai oublié le nom, qu'on m'a envoyé par message. Euh, donc, voilà, je préchote. Voilà, Jessie Jane et sa pote affronteront Thea Hale et sa partenaire à un moment donné. Je pense que ce sera tout le. Hein, enfin, pas tout le fil rouge de l'épisode de la semaine prochaine, mais je pense que ce sera une partie du fil rouge de la semaine prochaine que Thea Hale se trouve une partenaire pour affronter Kiana James et Izzy Dame. Ensuite, passage à la fois intéressant et inintéressant, c'est Sean Spears contre un jobber. J'ai pas eu le temps de voir le nom du gars. Euh, du coup, qui est un gars qu'on n'a jamais vu. Alors, peut-être qu'il est à NXT Level Up, c'est possible. Hein, je ne regarde plus NXT Level Up depuis des mois parce que j'ai pas eu le temps. Voilà. Mais, euh, mais du coup, voilà, Sean Spears va un peu le squasher. Hein. Le gars va peut-être placer une droite et deux trois atémis, et puis voilà, il va se faire défoncer vite fait. Bon, c'était attendu, hein, quand on a dit Sean Spears aura un match, enfin c'était marqué Sean Spears en action ce soir, je m'attendais à ce que ce soit un squash. Honnêtement, je m'attendais pas à un vrai match de Sean Spears. Euh, voilà, souvent quand des gros noms comme ça réapparaissent à NXT, souvent ils ont droit à un squash pour leur retour. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est passé après, avec Sean Spears qui va prendre le micro, qui va attaquer Ridge Holland verbalement. Je sais plus exactement ce qu'il dit parce que bah, Ridge Holland, voilà, c'est pas un de mes catcheurs préférés et je me fiche un petit peu de ce qui se passe hein, avec lui. Mais du coup, Ridge Holland va quand même apparaître, il va agresser Sean Spears qui va se laisser faire, qui va même lui donner une chaise, qui va dire bah vas-y, finis le travail, frappe-moi, montre ton vrai visage, parce que c'est clairement l'objectif et toutes ces phrases mystérieuses autour de la vérité ou je sais plus quoi, bah, c'est exactement ce que tente de faire Sean Spears, de montrer à Ridge Holland son vrai visage. Lui qui est là, tout penaud, devant les interviews en mode oui, je suis désolé, j'ai blessé machin, mais oui, mais moi aussi j'ai été blessé, machin, voilà, je veux ma rédemption parce que je suis quelqu'un de gentil et tout. Et Sean Spears est là pour montrer le vrai visage. Désolé, mon truc il a bugué, vous aurez peut-être un petit moment de blanc. Mais vrai visage que du coup Ridge Holland a commencé à nous montrer avec toute cette agressivité. Ce moment a été pris à asséner, ce coup de chaise et tout. Si les arbitres n'étaient pas intervenus, je pense que Ridge Holland l'aurait fait. Donc voilà, c'est pour ça que je dis qu'il y a un côté intéressant et inintéressant. C'est que d'un côté, bah, le squash du jobber, c'était peut-être pas obligatoire, ils auraient peut-être pu l'éviter et juste faire la promo. Voilà, parce que franchement, enfin, je veux dire, moi je connais pas Sean Spears, donc je découvre un peu ses capacités in-ring. Bon, et en même temps, avec un squash, tu vois pas non plus grand-chose. Mais pour ceux qui le connaissent, ils savent très bien ce qu'il sait faire, donc ils ont un peu rien à foutre de voir squasher un gars. Ce qui les intéresse, c'est pourquoi il est là à NXT. Donc je pense que la partie squash était pas nécessaire. Par contre, le reste, c'était très intéressant, et en plus, ça rend Ridge Holland intéressant à mes yeux. C'est surtout ça qui est cool, c'est que, ben, encore une fois, Ridge Holland, quand il était au sein des Brawling Brutes, j'en avais rien à foutre. Hein. Brawling Brutes, honnêtement, c'est un des clans
les plus osefs de la compagnie de ces dernières années, selon moi, hein. Bien sûr, s'il y en a qui adorent les Brawling Brutes, c'est tout à votre honneur, mais moi c'était un des clans que je trouvais les plus osefs, voilà, parce que c'est pas mon style de catch. Je précise, pour moi, c'est pas mon style de catch, donc j'aimais pas les Brawling Brutes. Donc en plus après nous fout du Joland en solo, bah à nouveau j'en ai rien à faire, hein. C'est pas parce que je l'aimais pas en équipe, je vais pas forcément l'aimer plus en solo. Surtout que bah, ce qu'il racontait avec lui, c'était sympa, mais c'était pas non plus hyper intéressant, quoi. Juste jouer sur les blessures, moi honnêtement, je fais partie des gens qui trouvent ça très cringe. De se dire, putain, le mec il a blessé deux personnes, enfin, dont une personne pour de vrai. Euh, et ensuite, ils ont joué là-dessus avec Dragunov et tout. Moi, je trouve ça. Ok, ça donne du réalisme à l'histoire, mais en même temps, je trouve ça assez, assez malaisant, quoi, de jouer là-dessus. Que là, au moins, je sais pas comment ça va tourner avec Sean Spears, mais en tout cas, le petit passage qu'il y a eu m'a plutôt donné de l'intérêt à cette rivalité. Ensuite, on a eu le match par équipe, hein. J'avais pré-shot la semaine dernière le résultat. Je pense que tout le monde avait pré-shot le résultat avec le finish. Enfin, qui allait prendre le ton. Ouh, putain, pardon. Qui allait prendre le tombé. C'était très évident, mais ça n'a pas empêché d'avoir un bon match. Lyra Valkyria et Tatum Paxley contre Kabuki Warriors pour les titres par équipe de la WWE, puisque bah, ceux d'NXT ont disparu il y a quelques mois maintenant. Et du coup, le match. Alors, le match était sympa. Franchement, j'ai passé un bon moment devant le match. Mais. On va dire que le petit problème, sans être un vrai problème, c'est Tatum Paxley. Tatum Paxley, je le dis depuis des semaines, j'aime beaucoup son nouveau personnage. Elle est complètement cinglée, elle le joue super bien. Et franchement, j'adore ce que fait Tatum Paxley. Hum, Ce qui est dommage en fait avec ce match, c'est qu'on la met en plein milieu de trois personnes qui ont beaucoup d'expérience alors que elle en a moins. Et en fait le problème c'est que ça se voit. Des fois elle se place un peu mal ou elle a un peu de mal à suivre et tout. Alors c'est pas très grave. Face à trois personnes totalement expérimentées, c'est vrai que en plus t'es là, t'as Asuka devant toi, genre tu dis t'as une des futures légendes du catch, hein, si ça n'est pas déjà une pour certaines personnes. Tu te dis ça doit être incroyable d'être dans ce match face à Asuka et tout. Alors je dis pas que Kairi Sane est moins importante, mais quand même Asuka c'est quand même, je pense, un plus gros nom que Kairi Sane, hein. M'en voulez pas si vous préférez Kairi Sane. Bref, surtout que Asuka elle a ce côté invaincu à NXT. Et, et franchement, je me dis que dans sa tête, il a dû se passer plein de choses, même pour Lyra Valkyria. Hein. Lyra Valkyria être face à Asuka, tu le vois que être face à Kabuki Warriors, quand ils font leur rentrée, tu vois que Lyra Valkyria elle a un petit sourire en mode putain, c'est trop cool quand même d'être face à ces femmes-là et tout. Et en même temps, on les comprend. Mais voilà, Tatum va faire quelques petites erreurs et tout. Ça sent qu'elle est moins expérimentée, elle va quand même bien se débrouiller. Euh, mais voilà, je trouvais juste que ce petit détail que malheureusement pour elle, ça se voit qu'elle est moins expérimentée que les autres dans ce match. Ça l'empêchera pas de quand même faire du bon travail, à part quelques petites approximations et tout. Mais voilà, je trouve que c'était pas trop mal. Euh, et le match en lui-même était pas trop mal, hein. Tatum et Lyra vont faire des trucs qui étaient très cool à deux, notamment avec le centre de dropkick là, vers l'extérieur dans les cordes. Les Kabuki Warriors, à un moment, ils vont faire un enchaînement de 4 prises, enfin de 4 prises ou coups sur Tatum, je crois, c'était trop bien. Bref, on comprend pourquoi elles sont les championnes par équipe. Et du coup, la fin du match sera un peu particulière parce que on a Lyra Valkyria qui, en voulant mettre son coup de pied retourné sur Kairi Sane, va se foirer puisque cette dernière va se baisser, ce qui fait que c'est Tatum Paxley qui va le prendre. Juste après, du coup, Asuka, je crois que c'est Asuka qui se débarrasse de Lyra Valkyria
Et ensuite, voilà, Tatum elle se prend la descente du coude de Kairi Sane, victoire des Kabuki Warriors. Voilà, c'était hyper prévisible. Tout ça était très prévisible. Hein. Victoire des Kabuki Warriors par tomber sur Tatum, c'était prévisible, mais ça n'a pas empêché d'avoir un bon match. Parce que je vois souvent des gens qui, sur Facebook, parce que moi je traîne pas sur Twitter, donc je vois surtout ça sur Facebook, des gens qui se plaignent, oui mais machin c'est trop prévisible, machin c'est trop prévisible, machin c'est trop prévisible. Mais on s'en bat les couilles que le résultat est trop prévisible si le match est bon. Alors c'est sûr que si le match est prévisible et que le match est nul, ok, là on peut gueuler. Mais quand le match est bon, je veux dire là, effectivement c'était prévisible, on se doute bien que Lyra et Tatum n'allaient pas égalité de par équipe. On se doutait bien, c'était comme là on a une sorte de PLE, enfin de mini PLE, je peux dire ça comme ça, de show thématique. On se doute bien qu'il fallait ramener un peu de star power et tout ça, donc on a un match par équipe qui sort de nulle part. Enfin un match pour les titres qui sort de nulle part. Et du coup c'est logique que c'était prévisible. Mais moi je suis d'avis que même un match dont le résultat est prévisible. Hein. Pareil pour Bulldogs chez les You, c'était ultra prévisible comme résultat, et pourtant on s'est éclaté. Et pour moi, l'important, c'est pas le résultat, c'est le match en lui-même. C'est que le match soit prévisible ou imprévisible, tant que le match est bon, et il est bon, et on passe un bon moment. Par contre, effectivement, si le match il est prévisible ou même imprévisible, mais que le match est nul, c'est de la merde, hein, c'est tout. Donc faut arrêter de penser qu'au résultat. Et ça c'est un problème que je vois sur les émissions télé françaises, surtout koh où des fois les gens vont s'attaquer à certains aventuriers parce que quand ils font de la stratégie et si la stratégie est ratée, ils vont se dire ouais c'était nul, machin, il a raté son coup et tout. Bah oui, mais est-ce que l'important c'est vraiment qu'il ait raté sa stratégie ou est-ce que c'est le fait qu'il ait tenté quelque chose comparé à tous les autres qui à chaque fois se disent je suis en danger, j'ai juste à aller chercher un collier au lieu de servir de son cerveau. Et, euh, et ça c'est un très gros problème qu'il y a, je trouve, ici dans le catch et dans koh sur des thématiques un peu différentes, mais c'est que les gens s'intéressent beaucoup trop aux résultats plus que ce qui se déroule réellement avant, avec l'action. Et je trouve ça dommage. Parce que je vois beaucoup trop de gens gueuler en mode mais c'est trop prévisible. Et en attendant, c'est quoi l'important que ce soit prévisible ou imprévisible? C'est ça l'important? Ou c'est juste avoir des bons matchs qui est important? Je crois que la réponse, elle est quand même évidente. Non? Bref, passons à un match qui en soi n'est pas dingue. Hein. Franchement, en plus avec ces deux femmes-là, on aurait pu avoir mieux, honnêtement. Fallon Henley contre Blair Davenport, hein, les deux qui s'affrontent après un petit passage backstage où Blair Davenport va envoyer une pique à Fallon Henley qui parlait à Riley Osborne. Voilà, perso, passage qui m'intéressait pas, hein, les passages où ça parle d'amour, machin, au bout d'un moment, on n'est pas des ados. Bon, après, c'est vrai que Terhale étant très jeune, du coup, ils font des petites histoires quand même qui peuvent attirer un public assez jeune, hein, parce que là, ça parle de rendez-vous amoureux, machin. Bon, la Saint-Valentin, c'était quand même il y a 3 semaines, donc bon, il serait peut-être temps de passer à autre chose. Mais bon, ça peut être intéressant pour certains, moi honnêtement ça m'intéresse pas. En tout cas ça a mené à ce match, si qui en soi était pas non plus dingue. Voilà, parce que Fallon Henley et Blair Davenport euh, ont pas fait grand chose, hein. Elles ont fait mieux dans plein d'autres matchs. Mais là c'était pas dingue dingue, mais tout ça c'était juste fait pour une raison, ramener Sol Ruka. Et ça, je suis trop content parce que Sol Ruka, elle a beaucoup manqué à NXT. Moi, elle m'a beaucoup manqué en tout cas. Je m'attendais pas à son retour. Et ça, c'est bien parce que sur les réseaux sociaux, je me suis fait spoiler uniquement le résultat du main event. Même si pour moi, on en reviendra dessus, mais ce sera pas le résultat définitif. Mais je me suis fait spoiler ça, mais pas le reste. Et du coup, pour moi, le retour de Sol Ruka, ça a été une vraie surprise. J'en suis hyper heureux de ce passage parce que j'aime beaucoup Sol Ruka avant qu'elle se blesse. J'adorais ce qu'elle faisait. Alors,
je faisais partie des gens qui trouvaient que son personnage devrait être mieux travaillé, parce que c'était juste la meuf cool qui vient, qui fait des trucs de dingue dans le ring, et j'aurais aimé qu'elle ait une meilleure personnalisation. Et du coup, ce qui est bien, c'est qu'avec son retour, on va avoir cette personnalisation, du moins je l'espère, puisque là, elle est revenue, elle a agressé backstage, dans le dos de l'arbitre plutôt, Blair Davenport. Bon, malheureusement, elle était un peu foirée sur son DDT et tout, mais en même temps, il n'y avait pas beaucoup de place pour le faire. Euh, et du coup, bah, victoire de Fallon Henley, bref. Mais ce qui est intéressant, c'est que toutes les meufs qui ont été blessées sur une petite période, c'est-à-dire Sol Ruka, Nikita Lyons, bon Nikita Lyons, j'en avais rien à foutre, son retour, vraiment, tout le monde a popé, j'en avais rien à foutre. Là, ce qui est dommage, c'est que franchement, le retour Sol Ruka, les réactions sont beaucoup plus timides, alors que bah, moi j'étais comme un dingue, j'étais en mode yes, enfin, elle est de retour. Et putain, je sais plus, c'était qui la troisième? Attends, il y a eu Nikita Lyons, il y a eu Sol Roca, il y en avait une autre. Oh putain, j'ai oublié qui c'était. C'était pas Gigi Do... Non, c'est pas Gigi Doin. Je me souviens plus de la troisième. La vache, j'ai des trous de mémoire. Bon, en même temps, ça commence à dater. Hein. Je crois qu'elles sont quasiment tous revenus se venger maintenant depuis le temps. Ah, il y a Wendy Chou qui est toujours pas revenue. Je crois que je fais partie des victimes de. Enfin, des pseudo-victimes de Blair Davenport. Hein, parce qu'en réalité, Blair Davenport n'a blessé personne, hein, au cas où. Certains penseraient que tout est vrai, hein, Blair Davenport n'a jamais blessé personne. C'est juste qu'ils se sont dit, bah tiens, on a une île dominante qui est là, bah on va mettre toutes les blessures sur son dos, et en même temps, c'est pas con. Et du coup, bah, Sol Ruka fait partie de ces femmes-là qui vient se venger de la pseudo-blessure que Blair Davenport lui aurait infligée. Et bah, ça, c'est plutôt cool. Voilà, revoir Sol Ruka, bah, honnêtement, rien que ça me donne envie de regarder l'épisode de la semaine prochaine pour voir ce que Sol Ruka va raconter pour son retour. Voilà, rien que ça. Ensuite, petit passage, j'ai hésité à en parler ou pas. Et bon, on peut en parler vite fait. On a le clan Gulak qui va venir célébrer leur victoire, surtout la victoire de Charlie Dempsey, et qui vont plus ou moins parler certaines choses. Et c'est là où j'ai pas trop compris réellement de quelles choses ils parlaient précisément. Parce que en gros, ils ont parlé de titres par équipe, ils ont parlé de tournois, ils ont parlé de la coupe et tout. Et en fait, dans ma tête, tout s'est mélangé avec l'arrivée de William Regal. Mon cerveau, il a bugué quand William Regal est arrivé. Euh, et d'ailleurs, William Regal qui est arrivé, qui a donné énormément de prestige à la coupe. Ça, c'était très cool. Il a beaucoup mis en avant la coupe. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il l'a fait, mais il n'a pas forcément parlé de son fils. Hein, parce que pour ceux qui ne sauraient pas, Charlie Dempsey, c'est le fils de William Regal. Euh, et c'était trop cool, vraiment, ce face à face il est génial. Et au final, on a juste euh, Charlie Dempsey qui va trash talk son père. Je crois qu'il va dire un truc du genre ouais, moi je vais mieux le défendre que toi. Ou... Je crois qu'il a dit un truc dans le genre là. Et je me suis dit oh le salaud, le salaud. Et du coup, t'as ce petit face à face entre William Regal et son fils qui est magnifique. Pourtant, j'ai faisais partie des gens qui détestaient William Regal quand j'étais ado, parce que quand j'étais ado, je comprenais pas encore le travail d'écriture derrière tout ça. Et forcément, William Regal avait un perso de heal à l'époque, donc je le détestais. Mais maintenant que je comprends c'est quoi le catch, forcément, ça fait plaisir de voir William Regal parce que bah, il faisait un super taf de heal à l'époque. Si je le détestais, c'est qu'il faisait du très bon travail. Euh, du coup, voilà. Mais autour de tout ça, malgré que ce soit très cool de voir Charlie Dempsey et William Regal dans le même ring, euh, il y a toute cette histoire de Stand and Deliver. Et en gros, j'ai pas trop compris. En gros, alors, je pense honnêtement que quand ils ont parlé du tournoi, c'est qu'il y aura un tournoi pour déterminer le challenger de la coupe. Encore une fois, hein, parce que mon cerveau a bugué tout à l'heure sur Chase University, mais en même temps, ce serait débile. S'il y a déjà eu un tournoi par équipe pour déterminer World Dog Champion, ce serait débile de refaire un tournoi par équipe maintenant pour déterminer un challenger à Stand and Deliver. Ce serait complètement con. Et en plus, ce serait plutôt à Wolf Dogs d'en parler plutôt que le clan Gulak. Parce que à chaque fois j'oublie le nom, il est très long leur nom, No Quarter Catch, je sais pas quoi là.
Euh, j'ai au moins 3 mots sur 4 de leur nom. Mais ce que je veux dire, c'est que ils ont mentionné le fait d'avoir parlé avec Avar et machin, qu'un tournoi va être mis en avant. Donc si c'est eux qui l'annoncent, je pense que c'est un tournoi pour la coupe, qu'il y aura un tournoi pour déterminer un challenger pour la coupe, et que le gagnant affrontera Charlie Dempsey à Stand and Deliver. Je pense que si je suis de la logique une logique, bah ça devrait être ça qu'ils ont raconté. Parce que je vous avoue que j'ai pas tout suivi à fond. Parce que les promos, honnêtement, c'est pas les trucs qui m'intéressent le plus. Souvent, c'est pas hyper intéressant. Euh, et du coup, je pense qu'ils ont annoncé tournoi pour la coupe. Et que du coup, Charlie Dempsey défendra la coupe à Stand and Deliver contre le gagnant du tournoi. Et du coup, ils ont également mis en avant le fait de, de devenir challenger par équipe à Stand and Deliver et de gagner les titres là-bas. Donc je pense qu'ils vont également tenter de se placer pour les titres par équipe, en sachant qu'il y a beaucoup de monde qui va se placer avec la LWO, Fraser Axiom, The aussi. Donc je pense qu'à un moment donné, on n'aura pas un gauntlet match par équipe ou une battle royale par équipe. Enfin, il y aura bien un truc à un moment donné pour déterminer les challengers par équipe de Wolf Dogs, et j'ai assez hâte de voir tout ça. On arrive donc au main event. Alors main event qui était vraiment pas mal. J'ai beaucoup aimé surtout ce qui s'est passé sur la fin. Ils ont été très très malins à NXT. On a Carmelo Hayes contre Tony D'Angelo pour devenir challenger au titre de Dragunov. Et encore une fois, j'ai été spoilé du résultat final. Ça aurait pu me gâcher le match, mais le match était tellement bon. Ce qui s'est passé était tellement bon que finalement j'ai été à fond dedans. Voilà, le match en lui-même au début est plutôt classique. Hein. On a quand même Tony D'Angelo qui a quand même bien dominé. Melo qui va revenir par moment, qui va même placer son code breaker, qui va être étonné que Tony D'Angelo s'en sorte. On aura de la soumission, de la voltige, bref, on aura plein de choses intéressantes. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'ils vont jouer sur le match Dragunov Carmelo Hayes, qui est un match où en gros, au moment où Carmelo Hayes s'apprête à faire sa descente de la cuisse, et du coup, il y a la musique de Trick Williams qui sonne, Trick Williams qui arrive et tout, et du coup, ça détourne l'attention de Carmelo Hayes qui va du coup perdre contre Dragunov. Ici, ils ont rejoué là-dessus. Au moment où Melo s'apprête à faire sa descente de la cuisse, la musique de Melo se lance. Et là, Carmelo Hayes se retourne, il descend, il demande à sa sécurité là de se préparer. Honnêtement, j'ai cru que Trick Williams était caché dans la sécurité. Et je pense que c'est fait exprès, le fait qu'ils aient des cagoules et tout. Je pense que c'était fait exprès pour qu'on ait un soupçon. Parce que honnêtement, dès que la musique de Trick Williams s'est lancée, j'ai eu un soupçon que Trick Williams était dans la sécurité. Et du coup, finalement, tout ça c'était un bait. Tony D'Angelo va en profiter, il va placer son finisher sur Carmelo Hayes, il va remporter le match. Donc, techniquement, l'affiche du main event de Stand and Deliver, c'est Ilya Dragunov contre Tony D'Angelo. Affiche dont je ne m'attendais pas avant aujourd'hui. Parce que moi, je m'attendais à une affiche Ilya Dragunov, Trick Williams, Ilya Dragunov, Carmelo Hayes, ou Ilya Dragunov, Carmelo Hayes, Trick Williams. Et avec ce qui se passe maintenant, je pense que l'affiche sera Dragunov, Trick Williams, Carmelo Hayes, Tony D'Angelo. Longue affiche, mais je pense qu'on aura un Fatal 4-Way. Franchement, j'ai du mal à imaginer, avec la hype autour de Trick Williams, qu'on ne foute pas Trick Williams dans le match de championnat. Alors que, voilà, même là, parce que à la fin du match, quand Tony gagne, il est en mode bon, voilà, je suis désolé pour vous avoir un peu piégé avec la musique et tout, mais maintenant, Melo, j'ai un cadeau pour toi. Et là, la musique de Trick Williams se relance, et cette fois, Trick Williams est réellement là.
et il va défoncer tout le monde. Voilà, il va défoncer la sécurité. Alors la sécurité qui va très mal vendre certaines prises. Hein. T'en as un, je crois, qui se prend un coup de pied, puis qui part dans les cordes et qui ensuite tourne au-dessus des cordes. Enfin bref, on aurait dit Shawn Michaels quand il a trollé Hulk Hogan. Mais bon, c'était marrant. Mais ce qui compte vraiment, c'est qu'on a le retour de Trick Williams juste avant Stand and Deliver. Et pour moi, c'est logique. Pour moi, tu veux foutre Trick Williams champion, tu le fais Stand and Deliver, il n'y a pas d'autre moment pour le faire. Et ce qui fait que pour moi, je pense qu'il y aura un Fatal 4-Way à Stand and Deliver. C'est que déjà, de 1, tu peux pas ne pas donner le titre à Trick Williams en dehors de Stand and Deliver avec la pop qu'il a aujourd'hui. C'est pas possible. De 2, que ce soit Trick Williams a des bonnes raisons de demander un match de championnat à Dragunov. Effectivement, on l'a vu quand les deux se sont affrontés, Trick Williams, au moment du ref bump, avait fait un tombé de plus de 10 secondes sur Dragunov. Donc il a des bonnes raisons de demander un match retour. Et Carmelo Hayes a des bonnes raisons également de s'incruster dans le match de championnat. Déjà de 1 parce qu'il y a sa rivalité avec Trick Williams, donc les deux d'un côté ne peuvent pas être dissociés jusqu'à Stand and Deliver. Et surtout, ici, Tony D'Angelo et Trick Williams ont fomenté un plan de tricherie, hein, très clairement on peut le dire, c'est de la triche, afin de détourner l'attention de Carmelo Hayes et de le vaincre. Donc il peut très bien dire, voilà, Tony D'Angelo et avec l'aide de Trick Williams, ils ont triché pour gagner, pour détourner mon attention, donc techniquement je n'ai pas perdu ce match. Et à côté de ça, Tony D'Angelo, lui, il est qualifié déjà pour le match ayant gagné celui-ci, et Dragunov étant le champion, hein, voilà. Donc toutes ces raisons font que moi je pense qu'on aura un Fatal 4-Way à Stand and Deliver. Alors si ça se trouve, je me trompe totalement, et que Carmelo et Trick Williams vont juste se concentrer sur la rivalité, ils auront un match en 1 contre 1, mais je trouverais ça très dommage de passer à côté de la hype Trick Williams et de pas lui donner le titre de NXT. Alors encore une fois, hein, je suis pas du tout dans la hype Trick Williams. Hein. Moi je suis plus là, honnêtement, là j'ai très envie, avec Tony D'Angelo qui a gagné, j'ai très envie de voir Tony D'Angelo en mode The Don d'NXT avec le titre de NXT. Mais je peux comprendre les gens qui kiffent Trick Williams et tout ça. Et pour moi, si vous lui donnez la ceinture, c'est maintenant qu'il faut le faire à Stand and Deliver. Faut pas attendre que la hype elle redescende ou quoi que ce soit. Donc voilà un peu sur le passage main event qui était quand même très très cool. Donc on va passer au preview et la conclusion. Donc la semaine prochaine on aura un match entre Gigi Dolins et Ariana Grace. On aura un match entre Shawn Spears et Ridge Holland. Je trouve que c'est un peu tôt pour que les deux s'affrontent, mais bon, c'est comme ça. Et Obafemi contre Brooke Jensen pour le titre nord-américain. Voilà, on a même eu Josh Briggs qui va venir voir Brooke Jensen et tout, pour à moitié lui donner des conseils, on sait pas trop. En plus à la fin il fait ouais vas-y, bonne chance mon frère. Et t'as Daija qui va venir le voir, il fait attends, tu oses l'appeler mon frère alors que tu viens de lui mentir en face. Et je pense qu'on va peut-être avoir un petit truc entre Dijak et Josh Briggs, je sais pas, mais ça pourrait être intéressant. En tout cas, ça fait plusieurs semaines que je dis je me fais chier à NXT. On a eu des shows qui vraiment étaient très moyens, pas terribles et tout. Et honnêtement, NXT Roadblock a remonté tout. J'ai kiffé ce show. Hein, et je pèse mes mots, hein, j'ai vraiment kiffé ce show. Alors certes, quelques petits trucs qui n'allaient pas. Asylum match, et t'as rien qui te fait penser à un asile à part la veste là où tu bloques les bras. Le squash de Shawn Spears qui pour moi n'était pas forcément nécessaire. Peut-être le retour de Sol Ruca qui aurait pu être amené d'une autre manière, parce qu'au final le match entre Fallon et Blair Davenport était plutôt nul, hein, faut le dire. Les deux ont fait des très bons matchs. Là, ce qu'on a vu, c'était nul. C'était juste un petit match pour ramener Sol Ruca. Et je pense que t'aurais fait une agression de Sol Ruca sur Blair Davenport backstage, ça aurait tout aussi bien marché.
mais pour moi, voilà. Mais à côté de ça, bah, on a passé des très bons moments. L'opener, match incroyable. Le match titre par équipe, que ce soit féminin ou masculin, c'était génial. Le retour de Sol Ruka, franchement, quand je l'ai vu, j'étais hyper heureux. Le retour de Trick Williams, même si je ne suis pas dans le hype Trick Williams, super content. Euh, la victoire de Tony D'Angelo, super content parce que je kiffe Tony D'Angelo. Le face-à-face entre William Regal et Charlie Dempsey, le père et le fils sur le ring. L'image, elle était magnifique. Bref, j'ai kiffé ce show et j'en ai des frissons juste d'en parler tellement j'ai aimé ce qui s'est passé. Malgré quelques petits défauts, j'ai aimé ce qui s'est passé. Donc ça fait du bien là de dire après quelques semaines à m'être ennuyé du côté d'NXT, de dire que enfin à nouveau j'ai kiffé un show de NXT. Voilà. Donc NXT Roadblock, c'était génial et du coup on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de NXT. Alors qui, comme on reviendra sur du NXT classique, parce que là aussi, il faut quand même être honnête, hein, c'était génial parce qu'aussi on était sur un show thématique. Elle était roadblock, il pouvait pas faire un show basique. Mais faut quand même reconnaître qu'il était génial. Donc j'espère qu'on va continuer sur cette ligne-là et commencer à teaser toutes les grosses rivalités pour Stand and Deliver. Et pour l'instant, on tease pas mal de choses autour de Dragunov, et ça fait même des semaines, voire quasiment des mois qu'on tease des trucs autour de Dragunov pour Stand and Deliver. Mais c'est vrai que ce serait bien aussi de le faire pour les autres, parce qu'au Bafemi, on sait pas encore qui l'affrontera à Stand and Deliver. Lyra Valkyria, pareil, elle a pas encore vraiment d'adversaire. Alors, on se doute que ce sera Roxane Perez quand Lyra Valkyria reviendra de sa blessure. Parce que c'est vrai que j'ai oublié de dire que Roxane Perez a agressé Lyra Valkyria. Mais en fait, j'aime tellement pas le perso de Roxane Perez que ça m'est sorti de la tête. Mais Roxane Perez a agressé Lyra Valkyria après son match. Et Lyra Valkyria a été emmenée à l'hôpital. Donc c'est très bien qu'elle va revenir. On aura le match contre Roxane, ce qui me fait chier. J'aurais préféré avoir quelqu'un d'autre. Mais bon. Voilà. Mais du coup, non, Lyra Valkyria. En fait, il n'y a que Lyra et Dragunov où on a les trucs. Dijak. Wolf Dogs, on sait pas qui on aura. Et pareil pour la coupe, on ne sait pas encore. Surtout que j'aimerais que ce soit des histoires construites et pas que en mode j'ai gagné un tournoi, j'ai gagné un match de qualification. J'aimerais que pour tous il y ait vraiment des vraies histoires, comme pour Dragunov et Lyra Valkyria. Même si j'aime pas du tout ce qu'ils font avec Roxane, il y a quand même une sorte d'histoire autour de la Roxane frustrée. Bref. N'hésitez pas à dire vous ce que vous avez pensé de cet épisode, ce que vous pensez des constructions qui pourrait y avoir ou de comment sont déjà construites certaines choses pour Stand and Deliver. Et sinon, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.